Le racolage populiste n'est pas l'argumentation et une justification programmatique. C'est un texte de notre père Alexis Diette. Le racolage, tout le monde le sait, c'est un exemple. Le racolage peut partir d'un fait simple. Si nous prenons le monde de la nuit, quand des prostituées font du racolage pour appeler des clients, c'est un exemple que je prends. Et donc, il nous dit que dans la politique ivoirienne, il y a certains, c'est-à-dire le PPACI, qui utilisent le racolage populiste, c'est-à-dire qui utilisent le message de la démagogie, le message facile qui peut tromper le peuple, et ils veulent utiliser ça comme un programme de campagne pour attirer les Ivoiriens vers eux. Et donc, ils s'éloignent de la vérité. Ils transforment la vérité en mensonge et transforment le mensonge en vérité pour essayer d'impressionner les Ivoiriens, pour qu'on mette notre attention sur ce qui est inutile, futile, pour qu'eux puissent cacher leurs imperfections, leur médiocrité, et comme ça, ils vont faire perdre le temps aux Ivoiriens et on va être là en train de patiner pour rien. La stigmatisation de l'adversaire politique n'est pas une récusation démocratique. Il dit, aujourd'hui, dire à l'autre, ce que tu fais n'est pas bon, ce que tu fais n'est pas bien là. Il dit, ça ne constitue pas une vérité de démocratie, en démocratie. Il ne suffit pas de dire à l'autre, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça. Toujours, c'est eux qui sont en train de dire, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Il dit, c'est pas le fait de dire qui est là, qui peut arranger les Ivoiriens, mais c'est le fait de dire, voilà ce qu'on fait aussi, qui est important et qui fait aussi partie de la démocratie. Quand tu dis quelque chose n'est pas bon là, tu proposes quoi? Et c'est pourquoi on a pu voir sur les journaux du PPACI, LMP, FPI, MGC, COGEP, en réalité tout ça c'est la même nébuleuse. Abiba détruit la CEI, ça c'était le titre de l'un des journaux. Abiba Touré clash la CEI. Le PPACI met à nu les irrégularités et des cas de fraude, des morts, des prisonniers, des hommes du 19e siècle sur la liste électorale, etc., etc. Et donc, voici les propos stigmatisants, les propos irresponsables que ces journaux-là ont tenus, comme pour discréditer profondément la CEI. Et comme je vous l'avais dit pour ceux qui se souviennent, tout ça, c'est un objectif, c'est de nous dire d'amener une commission internationale pour venir superviser les élections. C'est tout ce qu'ils recherchent. Et si vous vous souvenez, il y a pratiquement depuis 2021, je vous avais dit ça. Et hier, c'est ressorti dans leur discours qu'ils ont eu à tenir ensemble. Et donc, si depuis 2 ans, nous, on savait ça, ça veut dire qu'on est en avance sur vous. Ça veut dire qu'on sait ce que vous allez faire, même dans 1 an, même en 2025. On connaît tout déjà. Et donc, c'est vous-même qui vous fatiguez. Sinon, nous, on vous connaît plus que vous-même. Et donc, ces titres racoleurs des journaux partisans de l'opposition ivoirienne retiendra l'attention de l'électeur ivoirien si les auteurs de ces graves accusations étaient en capacité de justifier par un programme économique, politique, social et par un projet conforme à l'obédience idéologique dont ils se réclament leur prétention à exercer le pouvoir d'État. Il dit les titres qu'on vient de citer là, Abiba détruit la CEI, Abiba Touré clash la CEI, on a découvert des irrégularités, il y a des gens du 19e siècle qui sont dans la liste électorale, il y a des morts qui ne sont pas allés déposer leur certificat de décès. Et dans tout ça, le père Alexis Diette nous dit, si tu ne fais pas attention que tu es en train de passer au bord du goudron, et puis tu lis ces journaux-là, si tu n'es pas un observateur bien averti de la politique en Côte d'Ivoire, tu vas te dire, mais mon Dieu, le pays va mal. Mais en réalité, le grand piège que l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire le PDCI, avec toute la nébuleuse de la LMP, FPI, PPACI, MGC, COGEP, est en train de vous impliquer, dans lequel ils sont en train de vous impliquer, ils ne veulent pas vous dire, chers Ivoiriens, quel est le nom du programme politique qu'ils vont appliquer lorsqu'ils veulent venir au pouvoir. Ils veulent venir au pouvoir. Tout le monde connaît la Côte d'Ivoire solidaire. Tout le monde connaît, depuis que le président est dans l'opposition, vivre ensemble. Tout le monde connaît le nom de tous les programmes. Chaque 5 ans, le président Ouattara fait un programme de société au plan économique, politique, social et même, je dirais même au-delà. Il le fait, il le met. Tous les Ivoiriens peuvent avoir accès à lire et puis critiquer et puis apporter des solutions. Mais c'est que l'opposition ivoirienne, le PDCI, tout comme le FPI dans toute sa globalité, n'ont jamais pu faire et ne veulent pas faire.
Ils ne veulent pas produire un document pour dire voilà le nom du programme économique qu'on va appliquer. Voilà quand on va venir au pouvoir, là, voilà la politique qu'on va appliquer. Quand on va venir au pouvoir, là, voilà le programme social. Voilà ce qu'on va faire pour les Ivoiriens. Est-ce que vous allez donner 1 milliard aux jeunes, comme vous avez refusé de le faire? Est-ce que vous allez donner des boulots aux jeunes gens, plutôt que de leur donner des armes? Donc, ils veulent tromper les Ivoiriens en donnant des titres flambants, comme si eux, ils étaient là. Comme si ce n'est pas cette même CEI-là qui leur a fait gagner des députés. Et donc, par cette présentation, le père Alexis Ndiaye nous dit que ces personnes-là doivent d'abord nous démontrer et nous dire clairement c'est quoi même leur idéologie politique et c'est avec quelle prétention ils veulent exercer le pouvoir d'État. Parce que ce n'est pas à travers les mots ou même les paroles vides de sens qu'on peut gérer un peuple. Non, les émotions passent, mais ce sont les faits qui demeurent. Au-delà des grosses paroles et des grands mots, qu'est-ce que MOTS, qu'est-ce qu'on fait pour que les Ivoiriens se disent vraiment, on sait que le pays là c'est bien géré. L'élection démocratique est toujours, en tout pays, une élection de programme et de projets de société divergents et concurrentiels incarnés par des partis et des personnes. Il dit que la politique, quand on parle de démocratie, c'est le pouvoir du peuple qui est exercé par le peuple et en général qui est sanctionné par des votes, soit au suffrage universel ou bien par d'autres méthodes. Mais toujours est-il que ça revient à la même chose. Il dit pour que les gens se retrouvent dans les urnes pour voter là, la base même qui va faire que les gens vont bien voter là, c'est que chaque parti doit avoir un programme pour concurrencer l'autre. Moi, par exemple, je dis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je peux faire et voilà ce que je vais faire. Et donc, c'est à 3 niveaux. Comme disait le Premier ministre hier, c'est facile de venir dire que je vais faire tomber la manne du ciel. Mais hier, quand tu étais au pouvoir, là, PDCI, FPI, là, quand vous étiez au pouvoir, là, pourquoi vous n'avez pas augmenté les salaires des gens? Pourquoi c'est Alassane Ouattara qui est venu? Il a fait quoi et puis il a augmenté le salaire? C'est là que les Ivoiriens vous attendent. Vous qui avez géré avant Alassane Ouattara, là, est-ce que c'est parce que le monde était très dur? Et puis subitement, quand Ouattara est venu au pouvoir, le monde est devenu facile? Non. Ça dépend de la parole que Ouattara a prise pour venir devant vous. Ouattara même là, il s'est condamné à travers les programmes de société, les programmes qu'il a dit et qu'il va appliquer. Or, le PDCI et le FPI ne veulent pas se condamner devant le peuple. Ils ne veulent pas donner un programme de campagne parce qu'ils n'ont pas l'intention et ils n'ont pas les capacités d'aider la population à aller de l'avant. Si eux font un programme de campagne pour dire que si on vient là, la santé sera gratuite pour les Ivoiriens. Si on vient là, on va donner 1 milliard par jour aux jeunes. Mais demain là, les jeunes peuvent prendre ces programmes et puis leur dire, vous nous avez dit ici que vous allez faire la santé gratuite, mais pourquoi vous n'avez pas fait? On peut les combattre sur ça. Donc eux, ils ont peur de ça. Ils n'ont pas envie de faire, ils ne peuvent pas faire et ils ne feront pas. Et donc c'est pourquoi ils ne peuvent pas sortir. Vous allez leur dire 1000 fois, quand vous avez géré là, pourquoi vous n'avez pas réussi? Pourquoi vous n'avez pas fait de goudron? Pourquoi vous n'avez pas fait de route? Donc pour vous tromper, pour vous faire oublier tout ça là, ils sont là pour vous amener dans l'émotion. Ah, on a vu un homme du 19e siècle. Bon, si vous avez vu un homme du 19e siècle là, vous-même maintenant là, la CEI là, la CEI n'a pas dit que c'est une mosquée, mais c'est une église, que c'est la Bible ou même le Coran qui est là-bas. La CEI dit, on a mis les résultats en face de vous. Allez fouiller toutes les erreurs que vous avez vues là. Prenez et puis venez là. Donnez-nous, on va corriger devant tout le monde. Bon, les hommes du 19e siècle là, apportez les preuves, on va les enlever. Et puis on va passer au programme. Il dit donc, c'est comme ça que le peuple doit être. C'est comme des gens qui sont là, chacun vient dire ce qu'il va faire pour toi. Toi, la population, toi-même, tu regardes, tu dis, bon, celui-là, c'est lui qui est bien. Maintenant, dans le cas de la population ivoirienne, quand vous regardez aujourd'hui, Bédié était là avant, il n'a rien fait. Gbagbo était là en 10 ans, il n'a rien fait. Que de la calamité aux Ivoiriens. Ceux-là viennent aujourd'hui, on leur dit, bon, allez écrire un livre comme Alassane Ouattara pour dire ce que vous allez faire. Là, ce que vous allez dire, on va vous rappeler ça si vous ne faites pas. Ils disaient, ils ne veulent pas. Alors que c'est ce que Ouattara est en train de faire et il fait même plus. Et donc, ça vous démontre que nous avons affaire à une opposition incapable, à une opposition qui ne veut surtout pas le bien des Ivoiriens. Sinon, c'est avec les mêmes argents là, c'est avec le même franc CFA, c'est avec les mêmes moyens de l'État que Alassane Ouattara est en train de gérer.
Mais comment se fait-il qu'Alassane Ouattara peut aller gagner crédit? Vous n'arrivez pas à gagner crédit. Comment se fait-il qu'Alassane Ouattara fait goudron là où vous avez dit qu'on ne peut plus faire goudron? Comment Alassane Ouattara peut apporter des réformes institutionnelles là où vous avez dit qu'il n'y aura jamais de réformes? Ça veut dire que c'est la qualité du dirigeant. Quand vous avez un bon dirigeant, rien ne vous est impossible. Mais quand vous avez des mauvais dirigeants, les mêmes paroles qu'ils vous tiennent là, la CEI est mauvaise. Bon, ils n'ont qu'à faire sortir leurs femmes et leurs enfants maintenant pour aller se battre avec la CEI. C'est vous les populations. C'est vous qui n'avez rien à voir avec la politique. C'est vous, ils veulent blaguer. Vous allez vous faire tuer et puis eux vont bénéficier du prix de votre sang. Chaque fois que vous sortez et puis on vous tue là, ou on vous coupe vos mains, ou on vous casse vos yeux là, ils s'en vont s'asseoir, ils disent dialogue politique. Le gouvernement leur donne des milliards dans les mallettes, ils sortent, ils ne vous disent pas et puis ils viennent s'asseoir pour dire qu'ils se sont réconciliés. En réalité, la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est une escroquerie morale sans fin. La réconciliation en Côte d'Ivoire est l'escroquerie morale du siècle qui est aujourd'hui devenu comme un filon d'or pour les opposants ivoiriens. Chaque fois qu'ils ont faim, ils parlent de réconciliation. Chaque fois qu'ils ont envie d'exister, c'est eux qui parlent de réconciliation. Une réconciliation qui ne finit jamais. Vous êtes allé à Paris l'année dernière, vous vous êtes réconciliés. Après encore, vous venez nous dire que vous ne vous êtes pas réconciliés. Mais on se demande bien, qu'est-ce qu'il faut véritablement pour que vous vous réconciliez une fois pour toutes? Est-ce qu'on peut prendre la réconciliation comme un programme de campagne? Bon, vous dites qu'on en parle, supposons même qu'on en parle. Et puis vous vous êtes réconciliés plus de 1000 fois. Donc c'est quelle réconciliation qu'il faut véritablement pour que on ne parle plus de réconciliation, mais qu'on dise, bon, les Ivoiriens sont en train d'aller de l'avant. Parce que les Ivoiriens peuvent être réconciliés. Mais s'il n'y a pas du travail pour les Ivoiriens, les choses ne passeront pas. S'il n'y a pas un programme de société pour expliquer aux Ivoiriens qu'avec la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, on peut soigner les Ivoiriens gratuitement, on continuera à se plaindre. Même si on se réconcilie, mais qu'on ne trouve pas les éléments du développement qu'il faut, on ne sera jamais réconcilié et on sera en face de nos problèmes. Or, c'est bien sûr là que l'opposition attend ceux même qui écoutent son message. On ne vous fait aucun programme. Ça veut dire qu'on ne se condamne pas à vous donner un programme de société. Parce que si on vous donne notre parole pour dire si on vient, on va faire ça là. Alors que quand on était au pouvoir, la FPI, PDC, on n'a pas fait. Si en 2023, là, on vous dit qu'on va venir, on va faire là. Et qu'on ne fait pas là, on ne va pas durer au pouvoir. C'est pourquoi ils ne veulent pas prendre d'engagement avec les Ivoiriens ou vis-à-vis des Ivoiriens comme le fait le président Ouattara. Il n'y a d'élection démocratique, c'est-à-dire libre, que si les électeurs vont aux urnes pour voter, c'est-à-dire pour choisir entre les programmes et des projets sociétaux partisans divergents dont ils ont connaissance. Il dit donc, la vraie élection là, qu'on appelle une élection démocratique là, c'est quand les Ivoiriens ou bien la population va dans les urnes et elle se dit, je m'en fous d'Alassane Ouattara, je m'en fous de Bédié, je m'en fous de qui que ce soit, je m'en fous du grand malade en question, moi je regarde ce qui est bon pour moi, et je regarde ce qui est bon pour mes enfants, et je regarde ce qui est bon pour le pays. Il dit, une fois que toi tu es un électeur là, tu ne regardes pas celui que tu t'en vas voter, tu ne regardes pas une ethnie là, tu te dis, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qui est bon pour mes enfants que je vais laisser? Quand tu votes comme ça, c'est toi qui es un vrai votant, parce que tu votes utile. Même si tu votes contre Alassane Ouattara, mais que tu as voté avec ce sentiment-là, tu as voté utile. C'est pourquoi moi je vous le dis, chers parents, ceux qui votent aux États-Unis, on ne vote pas dans le vide. Tu peux être démocrate ou républicain, mais tu regardes toi-même ton avantage. Je vais gagner, parce qu'ici aux États-Unis, on réfléchit par l'argent. Voilà. Et donc, là où tu sais que tu vas avoir beaucoup d'argent, là, c'est lui que tu votes. Parce que tout le monde est sur cette terre-là pour son intérêt. Et donc, on peut tout dire de Donald Trump, mais vraiment, il faut le reconnaître, Donald Trump, quand il était là, tout le monde gagnait l'argent. Et tout le monde a gagné l'argent. Et là, tu veux quoi? Et donc, c'est une manière de dire que si tu ne trouves pas ton compte dans quelque chose, il ne faut pas faire. On ne vote pas Ouattara parce qu'il est le plus beau. On ne le vote pas parce qu'il est le plus puissant. On ne vote pas quelqu'un parce qu'il vient de notre ethnie. On vote quelqu'un parce qu'il va faire hôpital dans notre village. Il va faire université dans notre ville centrale. Il va faire aussi des routes pour désenclaver notre région. Voilà ce qu'il faut rechercher. Parce que ce sont les développements globaux de l'évolution d'un peuple. Si toi, tu t'en vas dans ta région, là, on a fait hôpital, on a fait route, on a même fait université dans ta région, là, ça va attirer des métiers, ça va attirer des personnes à venir, ça va faire croître l'économie. Et c'est ça qui est important. À quel programme démocratique, structuré et déclaré, et à quelle obédience politique les électeurs ivoiriens
peuvent-ils référer les noms de Laurent Gbagbo et de Henri Konan Bédié? Le père Alexis Dieng nous dit, tout ce qu'on a dit là, si toi tu n'as rien compris là, il dit chaque fois que tu vas te retrouver en face des militants du PDCI et puis du PPACI, il faut leur demander, c'est quoi le nom de programme de société d'Henri Konan Bédié? Donne-moi le nom du programme de campagne de Laurent Gbagbo. S'il dit que tout ça même c'est difficile là, il faut lui dire, bon, quand tu prends le nom de Laurent Gbagbo là, ça répond à quelle obédience politique? Ça veut dire, ils sont même dans quelle idéologie politique? Ça veut dire c'est quoi ils font? C'est quel genre de politique ils font en français simple? Ils ne peuvent pas te dire qu'ils sont des démocrates, ils ne peuvent pas te dire qu'ils sont des sociodémocrates, ils ne peuvent pas te dire qu'ils sont des républicains, ils peuvent pas, même ils ne savent pas. Parce que si Laurent Gbagbo par exemple, avec son PPACI, te dit que lui il est là pour l'unité du peuple africain, mais son passé le condamne lourdement. Son passé le condamne lourdement, mais son présent encore vient l'enterrer vivant. Parce que toi, tu aimes les Africains. Toi, tu veux lutter pour une soi-disant libération des Africains. Mais toi, tu te vas te retrouver à Diokwe en 2022. Tu dis que ce sont des enfants d'un même pays qui sont venus arracher la terre des autres. Toi, tu es là pour te battre, pour arracher la terre, pour donner à d'autres Africains. Tu arraches à d'autres Africains pour donner à d'autres Africains sur la terre d'Afrique. Donc, en réalité, c'est quel combat tu mènes? Ça veut dire qu'ils n'ont même pas d'obédience politique, puisque eux-mêmes, ils se contredisent. Quand ils disent, par exemple, que nous sommes, par exemple, des républicains, dans le cas de M. Bédié, vous les retrouvez en train d'adopter les actes anti-républicains, comme la formation du CNT, la violence et des propos anti-républicains, comme on a fait tuer les gens, mais non, on n'a pas eu beaucoup de morts, c'est les gens de Ouattara qui ont eu beaucoup de morts. Quelqu'un qui se dit républicain ne peut pas cautionner le CNT. Quelqu'un qui se dit républicain ne peut pas tuer des gens qu'il veut gouverner. Et donc, leurs propos sont en contradiction avec ce qu'ils veulent donner en termes d'idéologie. Et leurs idéologies sont en contradiction avec les faits sur le terrain, que ce soit dans l'histoire ou dans le présent. Quand on prend les deux, comment des gens, quelle que soit l'obédience politique que vous leur donnerez, c'est au nom de quelle idéologie politique que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié peuvent applaudir l'arrestation des soldats ivoiriens. Ça là, donnez-nous le nom de l'idéologie politique qui dit que quand on arrête les soldats de votre pays là, en tant que Laurent Gbagbo, en tant qu'Henri Konan Bédié là, vous devrez applaudir et encourager Pucheri Balé à aller dire aux gens de ne pas libérer nos soldats. Ça c'est quelle idéologie politique? Il dit donc, quand vous leur posez ces questions là, ils seront tellement perdus que vous-même là, vous allez voir leurs limites en face de vous. Quel programme économique, social et politique, quels projets sociétaux incarnent concrètement M. Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo avant les élections législatives de février 2021 et à l'approche des élections municipales et présidentielles à venir de septembre 2023 et d'octobre 2025. Il dit c'est surtout ça qui doit animer les uns et les autres à se demander, ceux-là même là, quand on les regarde là même là, ils vont où? Et comme disait Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié est un chauffeur qui a conduit les Ivoiriens en brousse. Mais lui, Laurent Gbagbo, quand ils sont arrivés en brousse, là, lui, il a enterré les Ivoiriens en brousse là-bas. Donc, le Dieu est là. Et donc, en réalité, chers Ivoiriens, si vous faites l'erreur de confier votre destin en septembre 2023 et en octobre 2025 à ces gens-là, ce sera fini pour la Côte d'Ivoire. Ça, il faut en être rassuré. Quel combat économique, socio et politique mène-t-il au quotidien en Côte d'Ivoire? C'est bien beau de critiquer, de dire tout va mal. Bon, laissons même le passé qui ne vous est pas favorable. Mais depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez fait un sacrifice pour les Ivoiriens? Ah là, les Ivoiriens vivent mal, la vie est devenue chère. Mais Laurent Gbagbo, quand tu as pris tes 3 milliards 200 millions de francs CFA, mais au moins là, même si tu n'en donnes pas aux Ivoiriens là, mais prends au moins, va donner à tes partisans pour rendre un peu leur vie facile. Parce que si on te demande un programme économique, tu es incapable d'envoyer. Tu es incapable de dire et d'améliorer les conditions de tes propres concitoyens. Ça, on peut dire que la Côte d'Ivoire est trop grande pour toi. Mais au moins là, tes partisans, tu sais au moins que la vie est dure pour eux parce qu'il y a la vie chère. Mais qu'est-ce que tu as fait des 3 milliards 200 millions? Tu pouvais prendre au moins pour essayer d'amoindrir la vie qui est chère pour tes partisans. Mais est-ce que tu l'as fait? Lors du dernier dialogue politique
Vous avez tous eu des mallettes. Le minimum que chacun de vous a reçu, c'était au moins 50 millions. Je le dis et je le répète, le minimum qu'ils ont reçu, quand vous les voyez les mallettes, là, sinon c'était 100 millions, 150 millions, 200 millions. Mais qu'est-ce que vous avez dit aux gens du parti en place? S'il vous plaît, ne le dites à personne. Mais si c'est ce que vous appelez ces deals malsains là, prenez au moins pour essayer, si c'est ce que vous appelez la politique, c'est que vous n'avez rien compris de la politique, mais surtout ceux qui vous suivent, vous êtes en train de les mener en bateau. Quelle vision de la Côte d'Ivoire et quelle alternative politique concrète propose-t-il aux Ivoiriens en remplacement du libéralisme assumé du RHDP et de son bilan décennal? Il dit donc, quand on regarde tout le travail que Ouattara a fait là, en 10 ans là, c'est quoi eux vont venir faire? Et puis les Ivoiriens vont dire vraiment, parler est facile, mais vous allez réussir. En fait, il ne peut plus venir dire, ce que Ouattara a fait là, personne ne peut le faire. Et c'est ce que le jeune garçon vous a rappelé là. Même si vous leur donnez 1000 ans, mais moi je dis 10 000 ans, ils ne pourront même pas faire les 1 dixième, les 1 centième, les 1 million, ils ne peuvent pas. Mais pourquoi ils ne peuvent pas faire? Parce qu'eux-mêmes dans leur cœur là, ils n'ont même pas l'intention même de faire ça. Ils n'ont même pas l'intention de faire. C'est eux, dans le mois, à la mi-mai là, les 1 milliard que Ouattara a mis, en fait les 1 milliard c'est un ordre qui a été donné aux banques et l'État assume la responsabilité. Mais c'est eux qui ont décidé, le PDC et puis le PPAC, ils disent qu'ils ne votent pas la loi là. Ceux-là, regardez leurs intentions, mais c'est eux qui sont toi en train de te blaguer pour que tu sois dans la rue. Si tu sors dans la rue là, la rue va te manger. Ça, il faut en être rassuré. Et si vous êtes content de ce qui arrive au Sénégal, détrompez-vous. Parce que si vous pensez que la même chose va arriver en Côte d'Ivoire, vous vous trompez. Parce que si vous faites cette erreur-là de sortir dans la rue, ce jour-là, l'armée de la Côte d'Ivoire va disparaître ce jour-là. Parce que l'armée de la Côte d'Ivoire va tirer sur nous tous. Parce que à la seconde où vous allez sortir là, nous aussi on va utiliser tous nos moyens pour faire sortir nos partisans, pour vous neutraliser. Et donc l'armée sera obligée de tirer sur les Ivoiriens. Et après, c'est l'armée même qui va gérer l'armée. Et donc là, ne vous amusez même pas. Ah non, ils sont assis comme ça, ils sont en train de prier Dieu. C'est que vous avez fait là. Le travail de Ouattara que vous souhaitez qu'ils n'ont qu'à gâter là. Il n'y a pas de garçon qui va gâter. Nous, on va sortir pour aller... Si en 2010, vous avez pris Pécasse pour casser le goudron là, celui qu'on retrouve, même avec un couteau sur un goudron, on va t'arracher ton couteau là et puis on va te chicoter et puis te ramener à la maison. Si vous voulez brûler les points à péage là, vous n'allez pas réussir. Si vous pensez que le même scénario que vous avez vu, on va vous laisser faire là, il y aura une population qui va sortir contre vous. On est déjà prêt, on vous attend. Et donc, quittez dans votre rêve. De la part de ceux des deux partis d'opposition et de leurs chefs, la majorité des Ivoiriens lucides a la désagréable impression de n'avoir affaire qu'à des déclarations vides, des accusations injustifiées, des velléités, des contradictions internes, des confusions, des stigmatisations de l'adversaire politique, du populisme, une incapacité à assumer le bilan de leur gouvernance respective des années 1995 jusqu'à 2010, une irresponsabilité politique, une poche inquiétante de violence et d'arbitraire, un désir évident de capture oligarchique du pouvoir d'État au service des intérêts personnels et privés. Le père Alassane Diack nous dit, en réalité, si nos opposants sont incapables de se justifier, et puis ils tombent dans les diatribes, dans les contradictions, dans tout ce que vous pouvez entendre pour impressionner les oreilles des Ivoiriens, c'est parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils n'ont aucune contenance. Sinon, on sait très bien, ces personnes qui ont dirigé la Côte d'Ivoire entre 1993 et le 11 avril 2011, ils s'appellent Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Mais il dit, ce qui a caractérisé toutes ces années-là, entre 1993 jusqu'en 2011 là, c'était l'irresponsabilité de ceux qui étaient là, c'était la violence et l'injustice, l'arbitraire, le désordre. Mais, en fond de toile, eux-mêmes là, ils cherchent à devenir des seigneurs au pouvoir. Ils ont capturé l'économie pour eux-mêmes et puis pour leur famille et pour quelques personnes qu'ils ont privilégiées au bout des doigts. Il dit, voilà comment ces personnes-là veulent diriger la Côte d'Ivoire. Le destin politique du peuple ivoirien, son présent et son avenir, ne saurait être réduit à la volonté de pouvoir et de privilèges de certains chefs de parti et de certaines nomenclatures. La prétention d'un parti politique à gouverner l'État et d'un chef de parti à exercer le pouvoir suprême dans une démocratie
se justifient impérativement par leur capacité à incarner un programme d'intégration nationale devant le peuple souverain et à servir l'intérêt général. Il dit, la vraie valeur d'un chef là, c'est pas de beaucoup parler, c'est pas de gesticuler, c'est pas de pérorer, c'est pas de faire de la fantasmagorie. Il dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Il dit, tu as beau parler là, quand tu es au pouvoir là, si tu peux pas unir les Ivoiriens en tant qu'un peuple, si tu peux pas toi-même la dire, moi je suis un serviteur des Ivoiriens, il faut que je laisse des traces pour que les Ivoiriens se souviennent de moi là. Tu es un dirigeant vuvuzela comme Laurent Gbagbo. Tu es un dirigeant portipota comme Henri Konan Bédié. Parce que tu n'as rien fait, tu ne vaux rien, tu ne peux rien faire. Et donc c'est pourquoi ils créent la violence. C'est pourquoi ils sont accrochés au tribalisme. Tel n'est pas ivoirien, tel est ivoirien. Bon, toi qui es ivoirien là, après que l'autre n'est plus ivoirien là, ça a mis nourriture dans ton assiette. Ça a soigné ton enfant. Ça a amené ton enfant à l'université. Ça a donné travail? Non. Et donc, c'est pas ça le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est quand chaque jeune Ivoirien va trouver du travail. C'est quand chaque femme enceinte peut être soignée gratuitement dans nos hôpitaux. C'est quand, sur nos routes, plus personne ne mourra parce qu'il n'y a pas de route pour aller dans mon village. Parce que les hôpitaux se trouvent déjà, on n'a même plus besoin de se déplacer. Voilà le vrai problème des Ivoiriens. La lutte démocratique interpartisane pour l'exercice du pouvoir est une confrontation programmatique et sociétale pour le service de la nation, de son émancipation, de son unité et de sa pérennité. Il dit la vraie démocratie, là, elle est bonne quand on essaye de dire, on voit les opposants s'asseoir. Toi, tu as dit tel programme. Moi, j'ai dit tel programme. Et puis, on discute devant le peuple. Et puis, le peuple même s'assoit, on dit, ouais, celui-là, lui-là, il est bon. C'est ça. Plutôt que de dire, bon, même si tout ce que vous avez dit là, vous mentez sur celui-là. Mais supposons qu'on enlève tout ce que vous voulez là. Bon, après, maintenant, on fait quoi? On s'assoit encore et vous allez encore créer des idées nouvelles de forfaiture pour qu'on puisse perdre du temps aux Ivoiriens? Non. L'élection démocratique n'a de sens que si elle obéit à ces réquisites substantiels que servent les procédures et les institutions. La CEI est une institution qui sert à défendre l'intégrité de la déclaration de la volonté générale de la nation. La CEI, là, c'est pas la CEI qui fait gagner l'élection. Si la CEI pouvait faire gagner l'élection, celui qui était le président de la CEI, là, en 2000, là, pourquoi vous l'avez, avant qu'il ne donne les résultats, Laurent Gbagbo s'est déclaré vainqueur? Pourquoi vous l'avez attrapé et vous l'avez condamné à lire quelque chose alors que les premiers résultats disaient que c'est le même président de la CEI, Honoré Gueye, avait dit que c'était Gueye Robert qui avait gagné. En réalité, la CEI ne fait pas gagner une élection. La CEI n'est qu'un instrument qui vient pour dire les Ivoiriens sont allés voter, voilà les résultats en face de vous. Voilà le rôle de la CEI. Elle ne sert pas à défendre les intérêts particuliers des nomenclatures partisanes et la volonté de pouvoir de leur chef. Il dit que la CEI, là, c'est pas un instrument qui est là pour faire faveur à un ou à l'autre, ou bien pour faire plaisir à un chef de parti ou à un chef de clan. La CEI intervient en aval du processus électoral après que les partis et leurs chefs respectifs aient fait valoir programmatiquement et argumentativement leur prétention à exercer le pouvoir. Il dit, au moment où la CEI intervient là, c'est pour juste que les gens puissent aller voter. Mais or, avant que les gens aillent voter là, il faut que les chefs de partis, il faut que les différents partis politiques partent présenter leurs offres politiques, leurs programmes de campagne, leurs arguments aux Ivoiriens. Il dit, c'est lorsqu'on finit tout ça là, on sait qui vaut quoi et qui peut faire quoi là, que la CEI vient maintenant pour dire, bon, allez maintenant sur le terrain, on va voir qui est qui. Donc même là, en réalité, si les Ivoiriens sont bien formés là, avant même le jour des élections là, tout le monde sait qui va voter. Je ne crois pas que quelqu'un puisse aller lutter contre ses intérêts. Qui peut signer la lettre de sa propre mort pour dire, bon, on va t'exécuter demain, il faut signer. Et puis toi aussi, tu signes ça. Puissent les idolâtres du pouvoir qui sévissent dans la classe politique ivoirienne depuis un quart de siècle, à partir d'une interprétation électoraliste et appauvrie de la démocratie pluraliste, consentir à abroger les représentations mortifères qui les conduisent à transformer de manière récurrente les temporalités électorales du pays en lutte autocratique permanente pour l'appropriation privée du pouvoir d'État. Il dit donc, ce que Bédié et Gbagbo devraient comprendre, depuis plus d'un quart de siècle,
ça veut dire depuis plus de 25 ans, ils sont dans une fausse interprétation parce qu'ils sont dans un hors-sujet à cause de la pauvreté qu'ils apportent dans le débat intellectuel ivoirien. Ils appauvrissent même la démocratie ivoirienne. Et donc, ce qui leur sera profitable, il faut qu'ils essaient de changer de registre et de quitter dans cette perception d'autocrate, de dictateur permanent, parce qu'eux, ils veulent se voir au pouvoir et après c'est tout, même si les Ivoiriens doivent mourir. Le destin politique du peuple ivoirien ne saurait être réduit à la volonté de pouvoir et des privilèges de certains chefs de parti et de certaines nomenclatures. Il dit, on ne peut pas condamner les Ivoiriens à aller vers l'enfer parce que Laurent Gbagbo n'est pas content, parce que Bédié n'est pas content, et donc là, la Côte d'Ivoire va mal se porter. Il dit, cette époque-là, il faut qu'on mette fin à ça. Et la Côte d'Ivoire peut mieux se porter sans eux. On a toujours constaté que, surtout Gbagbo, là, si on l'enlève dans la politique ivoirienne, là, la Côte d'Ivoire se porte mieux. Et quand on connaît la cause d'un mal, il faut extirper cette gangrène. Et donc, c'est un texte de notre père Alexis Diet avec quelques explications que nous aurions pu donner. Le texte numéro 4. Contentieux de la liste électorale. La SAF, la sentinelle antifraude, une sycophante pour discréditer la CEI et semer le trouble. C'est pratiquement le même sujet, mais on vous explique en profondeur pour que vous compreniez. Ils sont dans une stratégie. Je vous ai dit qu'on ne vous explique pas tout. Et donc, dans un premier temps, ils sont en train de dire que c'est la CEI qui n'est pas bonne. Dans un deuxième temps, ils fabriquent des preuves. Quand on leur dit envoyez ces preuves, on va vérifier avec les arguments. Ils fuient les débats, comme vous avez pu voir. Dans un troisième temps, ils sortent pour dire, comme c'est comme ça là, c'est eux-mêmes là, ils sont juges, ils accusent en même temps, ils sont juges et puis ils font le procès et le verdict en même temps. Ils disent, comme c'est comme ça là, donc on n'a qu'à chercher une commission indépendante pour venir organiser les élections. Mais là où ils se trompent là, pour qu'une commission indépendante vienne dans un pays là, il faut que l'autorité qui est là, il faut qu'on démontre que l'autorité est incapable d'organiser les élections. Il faut que vous puissiez démontrer, la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Haïti. S'il vous plaît. On ne peut pas mettre un pays sous tutelle. Regardez ce que les Blancs disent de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les Blancs même là, la confiance que la Côte d'Ivoire inspire aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est loin d'un pays qu'on peut mettre sous tutelle. Parce que c'est ce que vous voulez à la fin. Et donc là, la Côte d'Ivoire n'est pas un grand corps malade comme celui qui est couché dans un hôpital là-bas, soit disant qu'il est malade. Vous savez de qui je parle. La Côte d'Ivoire se porte tellement mieux que si vous, à votre époque où tout allait très mal, la Côte d'Ivoire se portait très mal, et même le fait que vous ayez invité l'ONU à venir faire les élections, c'est parce que, un, vous n'aviez pas les moyens financiers d'organiser les élections, et de deux, vous n'aviez pas les capacités de les organiser. Les capacités dans tous les sens. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui a obligé Laurent Gbagbo à appeler l'ONU à venir organiser et à être superviseur des élections. Mais c'est par manque d'argent et par incapacité que vous avez fait intervenir l'ONU comme certificateur de nos élections. Et la Côte d'Ivoire se portait très mal. Mais aujourd'hui où la Côte d'Ivoire se porte extrêmement bien, c'est comme si on demande à un homme bien portant, on dit bon, comme toi on n'arrive pas à te battre là, et comme toi tu es trop fort, tu as un programme de campagne, nous on n'a pas de programme de campagne. Toi tu as déjà fait ce que nous on ne pourra jamais faire en 10 000 ans. Donc là, il faut accepter que nous on te donne les règles du jeu et puis on t'impose ça et puis on s'en va. Toi qui es en bonne santé là, il faut aller te coucher parmi les gens qui ont tuberculose pour qu'on te considère comme un malade. C'est ce qu'on demande maintenant à la CEI et à la Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire se porte bien, il faut que la Côte d'Ivoire soit un pays qu'on va dire qu'il ne se porte pas bien parce que Laurent Gbagbo et puis Bédié ne sont pas contents. Et donc il faut que la Côte d'Ivoire soit classée parmi les pays mal portants. Mais non, quelqu'un qui est en bonne santé est en bonne santé. On ne peut pas le mettre à l'hôpital de force. Et donc la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui se porte mal. Quand on regarde vos époques où vous avez dirigé là, la Côte d'Ivoire se portait extrêmement mal. Mais la CEI a toujours fait son travail. Ce n'est pas aujourd'hui où la Côte d'Ivoire se porte extrêmement bien qu'on a besoin d'une commission internationale. Donc vous vous trompez gravement dans votre lecture même de la politique globale mondiale. Et ça fait honte. Ça fait honte quand vous parlez comme ça. Ça peut impressionner vos militants qui disent « Ouais, voilà une nouvelle trouvaille ». Mais c'est impossible, ça ne peut pas se faire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que aujourd'hui, le charisme diplomatique du président Ouattara, et c'est là que vous voyez que les choses s'imbriquent les unes dans les autres.
La lutte diplomatique que le président a menée lui a donné aujourd'hui une telle crédibilité que quand vous allez dire ça, les gens même vont se dire, mais est-ce que c'est de la même Côte d'Ivoire là on parle? C'est-à-dire que le rayonnement diplomatique, le rayonnement économique est aujourd'hui la garantie même de stabilité que le pays donne là. Il n'y a rien qui prouve que ce que vous dites là est faisable. Donc, c'est chose impossible. Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale suite à sa condamnation relative aux graves tribulations de la crise post-électorale de 2011, au cours desquelles les banques, les établissements financiers et particulièrement la BCEAO ont été réquisitionnés à dessein sous l'empire des armes des FDS dont il fut le chef suprême. Il est condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne qui, par ailleurs, le prive de ses droits civiques et politiques. Par voie de conséquence, il n'a pu voter ni être retenu comme candidat aux élections de 2020 et subit, sine die, la même sanction si une loi d'amnistie n'est pas engagée pour l'annihiler. Bien entendu, nonobstant la grâce présidentielle qu'il eut bénéficié, il reste privé de ses droits civiques. En effet, en prélude aux élections locales du 2 septembre 2023, la liste électorale a été remise à jour en intégrant les nouveaux majeurs d'une part et en extrayant les électeurs décédés et ceux qui ont été privés de leurs droits civiques d'autre part. Cette liste provisoire, conformément à la Constitution, est mise à la disposition des partis politiques et des électeurs pour être vérifiée, appréciée et corrigée éventuellement par demande de recours dans un délai de 10 jours. Cette procédure appelée contentieux des listes électorales est dénoncée par la coalition du PDCI et du PPACI. À cet égard, la chef de cabinet de Laurent Gbagbo, Maître Abiba Touré, par ailleurs présidente de la Sentinelle antifraude électorale, créée à l'occasion par le PPACI, est montée au créneau lors de sa conférence de presse destinée à jeter en pâture la CEI, en relevant des irrégularités qu'elle juge délibérées par la dite commission. Cette sortie ubiesque d'Abiba Touré, à l'effet de mettre à pilori la CEI, est purement fantaisiste et inappropriée. Le contentieux des listes électorales sert à régulariser ou formaliser toutes les irrégularités décelées sur la liste électorale. Ces irrégularités dont elle fait cas peuvent provenir des erreurs induites lors de l'enrôlement des citoyens sur la liste électorale. Se servir d'une dénonciation diffamatoire à dessein politique et électoraliste, c'est faire immédiatement surgir l'image de deux situations adjacentes, aussi intolérables l'une que l'autre dans l'opinion collective. D'un côté, c'est une diffamation du régime au pouvoir et de la CEI, de telle façon que chacun des électeurs ou des citoyens, érigés en vigile de son prochain, est sommé de se dresser les uns contre les autres. Et de l'autre côté, engendrer le doute ou une forme de méfiance et de discrédit sociopolitique. Il ne suffit pas de se réfugier derrière une morale non commode et équivoque qu'est la SAF. Bien que l'alerte a droit de citer dans notre démocratie, il n'en demeure pas moins que le citoyen doit rester vigilant aux dénonciations méprisables, aux doutes et surtout au double risque d'une suspicion généralisée qui déstabiliserait la quiétude et la paix retrouvée. Pratique qui a constitué une tâche dans les périodes troubles de notre histoire commune et qui a fait souffrir notre peuple. La sentinelle antifraude électorale est rentrée dans sa phase active de sycophante. Alors, on ne saurait donc sacrifier une vision éthique simplificatrice de la CEI. Il faut tout à la fois prévenir et réprimer efficacement les dénonciations au sein de la SAF pour ne pas nuire aux intérêts publics et privés, surtout sauvegarder et protéger la loi électorale. Cependant, il faudrait aussi que les alertes reçues puissent être traitées par des procédures appropriées afin de donner rapidement des suites à celles qui sont légitimes et d'écarter celles qui sont infondées, voire abusives.
c'est M. Idrissa Daniogo, cadre du RHDP, qui avait écrit cet article. Et donc, l'article est assez simple. On connaît aussi l'intention du PPACI. C'est à la CEI d'être efficace. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de communication. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'intoxication aussi a pris de l'ampleur. La CEI doit, le gouvernement doit clairement, dans les prochains conseils des ministres, faire comprendre à tous les Ivoiriens que toute autre forme de création qui s'amuserait à donner des résultats ou des accusations fallacieuses ou mensongères, ces associations ou ces créations doivent être poursuivies. L'État même doit se charger de les poursuivre et de les amener à prouver la véracité de leurs faits. Ça, c'est très important. De deux, des instruments qui vont semer le doute et le désordre comme la SAF, il faut les interdire de facto. Appeler les chefs de parti et leur dire « Non, 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 on ne permettra pas ça. On ne permettra pas ça. » Il faudrait que ce soit chose faite. Et troisième chose, il faudrait que la CEI ait les oreilles et la bouche largement ouvertes. Il faut que la CEI ouvre ses oreilles. Il faut que la CEI ouvre sa bouche pour parler. Tout ce que vous entendez là, faites une structure de communication qui vienne démontrer le vrai du faux. Ah, on a entendu qu'il y a des morts, des gens du 19e siècle. Quand on parle du 19e siècle, des gens de 1800 jusqu'en 1899. Les gens qui sont nés jusqu'en 1899, là, qu'il y a des gens du 19e siècle sur la liste. Donc vous sortez, vous prenez le mensonge là, et puis vous mettez la vérité à côté. Ça peut se faire en 2 minutes. Aujourd'hui là, on peut appeler ça par exemple une commission pour to debunk. Je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Pour casser, voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour casser le mensonge. De la même manière qu'ils produisent, on casse. De la même manière qu'ils produisent, on casse. Ils disent qu'il y a pas de, ils disent qu'il y a des gens qui sont morts. Bon, ceux qui sont morts là, on leur demande maintenant, ils n'ont qu'à nous envoyer leur certificat de décès, on enlève les gens là devant eux tous. Ils n'ont qu'à sortir pour dire, liste électorale provisoire, ça veut dire quoi? Liste électorale provisoire, ça veut dire, on a fait le travail, mais pour que tout le monde soit d'accord là, on a proposé la liste. Ce n'est pas définitif, ça veut dire on n'a pas encore bouclé. Là où tu n'es pas d'accord là, faut venir, tu vas dire ce sur quoi tu n'es pas d'accord là. Si tu as raison, on corrige devant tout le monde. Il faut parler dans un langage accessible à tous les Ivoiriens. Et il faut faire les choses dans la transparence, mais surtout dans la communication, en cassant les mauvaises manœuvres et la manipulation de Laurent Gbagbo et de sa bande. Ça, c'est une stratégie que nous vous proposons et elle pourrait être très utile dans l'avancement et surtout dans la quiétude de notre pays.